Allez-y, M. Laroche. On va d'abord tenter de vous expliquer un peu quelle est la raison pourquoi je me retrouve ici. Parce que je me considère être un simple citoyen, quelqu'un qui n'est pas un président de compagnie, qui n'est pas... Simplement, vous indiquez le temps, parce que je sais que vous avez votre portable, vous avez des éléments à nous montrer, donc, simplement pour vous orienter en termes de... Très bien. Il n'y a pas de problème. 4 minutes. Donc, ça, c'est le temps qui reste, au total? Oui. OK. Très bien. Donc, je suis citoyen du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est à la lueur d'un article de journal qui a paru concernant la Caisse du Turbine qui est venue une idée un matin de partir en croisade. C'est ni plus ni moins ce que je peux appeler une croisade, c'est-à-dire une d'opportunité qui n'est pas pour une poignée de personnes, mais qui n'est pas vraiment pour une région complète. Parce que mon but, c'était vraiment de travailler pour la région. Mon but, c'est d'aider la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean à cesser l'exode de ces jeunes, parce que vraiment, on a un gros problème au niveau des industries au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a perdu plusieurs usines encore dernièrement. On a des problèmes à venir à Jonquière avec les cuves Soderberg, ce qui cause beaucoup de problèmes et beaucoup d'inquiétudes dans la région. Il y a beaucoup de discours alarmistes également. Mais je crois qu'il y a un momentum qu'il faut qu'on profite, parce qu'on a encore beaucoup de chances de remonter à pente. La modernisation a fait en sorte qu'il y a beaucoup de travailleurs de moins qui sont nécessaires quand on arrive pour la première transformation. Donc, je pense que c'est le temps, il faut en profiter. Il faut s'aligner vers de la deuxième et de la troisième transformation pour le plus vite possible profiter de ce qui reste encore comme infrastructure avant qu'on perde tout ça. Il y a plusieurs personnes qui ont des discours qui vont dans ce sens-là. On a M. Arthur Gobeil, président de la Société de la Vallée de l'Aluminium, qui disait encore en janvier dernier qu'on n'avait pas besoin d'être un grand expert pour savoir que le Québec allait perdre sa place en matière de production d'aluminium. Mais on a également des personnes qui sont encourageantes, comme M. Jules Dufour d'Alcoa, qui nous disait encore la semaine passée que nos équipementiers étant à proximité de la grande entreprise développaient une expertise inégalée. Je suis venu ici aujourd'hui, mesdames et messieurs de la Commission, pour vous demander de nous donner des politiques énergétiques qui nous permettront de lancer pas à pas un projet de société autour de la Caisse du Turbine, un moteur révolutionnaire qui ne demande qu'à démarrer. Une fois lancé par un appui moral permettant l'obtention d'aides comme le fonds de protocole de Kyoto, la Caisse du Turbine pourra ainsi profiter de la quinzaine d'années d'exclusivité de ses brevets pour s'implanter ici, prospérer et qui sait peut-être exporter non pas de la matière brute ou des propriétés scientifiques, mais de la technologie sous forme bien palpable. La CRPDQ, c'est la Coalition régionale de promotion et de développement de la Caisse du Turbine que je représente, vous demande d'entreprendre dans les plus brefs délais les démarches nécessaires afin que des projets de démonstration débutent dans divers environnements industriels, afin que cesse le scepticisme et que la Caisse du Turbine obtienne respect et notoriété auprès des décideurs et entrepreneurs locaux. Cette crédibilité lui permettra d'obtenir la recherche et le développement qu'il reste à terminer et qui sera suivi de plans d'affaires qui proposeront des produits commercialisables par et pour des gens d'ici. Des produits écologiques et moins énergivores qui feront en sorte que le Québec consommera mieux et fera travailler plus ces personnes, ces résidents. Il faut arrêter rapidement la fuite des travailleurs et des savants et de nos matières premières et de commencer par des petites applications pour voir grandir ce projet-là ici et non ailleurs. Fort des 1000 signataires des 4 organismes et des 25 municipalités sur une cinquantaine qui nous appuient, je vous demande de croire en Caisse du Turbine autant que nous autres on y croit. Merci. Merci, M. Laroche. Est-ce que ça complète votre présentation, monsieur? Pardon? Ça complète votre présentation? Non, pas vraiment. J'ai encore 2 petites pages. En fait, vous avez écoulé le temps, mais par consentement, on peut tout faire à la commission. Donc, oui. Donc, très succinctement, essayez, si c'est possible, en 2-3 minutes, de nous résumer. Oui, d'accord. Le deuxième point, la deuxième méthode d'action, c'est ce qu'on appelle du prototypage. C'est-à-dire que l'association fait des prototypes. Nous avons utilisé la Caisse Turbine dans, par exemple, un go-kart qui fonctionne à l'air comprimé. Demain, par exemple, on fait une démonstration au sujet du Vieux-Montréal à l'intérieur des murs, intramuraux. Et on appuie aussi, par exemple, M. Raymond Dehaye, qui, lui, veut fabriquer des autobus hybrides à volant d'inertie,
mais lancés par des quasi-turbines. Est-ce que M. Desraies peut vous dire un petit mot? Allez-y, rapidement. Bon, merci beaucoup. J'essaie d'être bref, concis, rapide. Nous avons commencé en 1962 à développer un autobus électrique hybride au Québec. Nous avons même monté un autobus en 1966 pour la Société de transport de Montréal qui s'appelait à ce moment-là la Commission de transport de Montréal. Et puis, autrefois, quand on parlait d'autobus électrique hybride, on passait un peu pour sauter parce qu'on pensait que c'était pas réalisable. On pensait que l'ADA était un petit peu sauté. Mais je pense que quand aujourd'hui on va au salon de l'auto, qu'on regarde à travers le monde, il y a beaucoup de véhicules électriques hybrides qui se font partout, fait que donc ça me console. Je sais pas, je faisais mon psychiatre, je pense que je n'avais pas besoin de sa consultation. Alors nous avons développé ça, nous avons mis beaucoup d'argent dans ça. Et puis maintenant, il faut que les villes utilisent ces autobus-là. Les autobus qui sont non polluants et puis qui fonctionnent, ils peuvent fonctionner en mode tout électrique dans les villes où on peut avoir des installations, des infrastructures requises pour ça. Ils ne sont pas tellement dispendieuses à poser parce que c'est simplement une station de métro. On a déjà toute l'électricité qui est rendue là. C'est lui simplement qui a fait les prises aux stations de métro. Entre-temps, on fonctionne en mode hybride. L'autobus peut faire un bout qui est on a des réserves d'énergie mécanique. Pardon, on a attendu très longtemps après l'Hydro-Québec parce qu'en 1982, j'étais avec Michel Gauthier à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Il devait nous fournir des batteries pour 1987 au lithium. On espérait. Mais après tout ce temps-là passé, on a réalisé qu'il fallait développer un autre système qui est un système avec une réserve d'énergie mécanique qui n'a pas de batterie. Parce qu'on ne peut pas trouver actuellement des batteries sur le marché qui remplissent les conditions pour avoir des autobus électriques hybrides. Alors nous avons développé notre propre réserve d'énergie mécanique. Et ce que nous avons expérimenté, nous avons actuellement un prototype. Et nous voulons faire en 2005 un démonstrateur qui va être le modèle comme le modèle série pour entrer en production dans l'année 2006, l'année prochaine. Alors évidemment, c'est un gros projet d'envergure. Si General Motors faisait ce projet-là, il vous demanderait 100 millions de dollars. Nous, on a un budget de 4 millions de dollars, dont 2 millions proviennent des investisseurs. On demande au gouvernement de nous supporter pour l'autre 2 millions, à peu près 50% du projet. Je pense que c'est des peanuts, pour parler français, des arachides. Et pour un projet de cette envergure-là, je pense que c'est rien, moins que rien, de 2 millions de dollars. C'est créateur de 1000 emplois au Québec. Et puis, actuellement, j'ai entendu dire que la Ville de Montréal, via la STM, voulait acheter des autobus aux États-Unis de Daimler Chrysler, qui ne fabrique pas, même pas un boulon au Québec, c'est de la compagnie Daimler Chrysler. Ils paieraient ces autobus-là 900 000 $ pour mettre sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il y aurait un projet d'achat de 200 autobus comme ça. Je pense qu'il est temps que le gouvernement dise à ces gens-là, il faut arrêter de gaspiller, et puis acheter des autobus électriques hybrides fabriqués au Québec. Nous, notre coûtant, il coûte 300 000 $ à fabriquer. On peut les vendre environ 450 000 $. C'est la moitié du prix de ce qu'on veut payer aux États-Unis, ce serait fabriqué au Québec. Puis dans le plus rapidement possible, d'ici un an, si on a les budgets pour la quasi-turbine, on va pouvoir installer dans notre démonstrateur un moteur quasi-turbine, plutôt que d'aller acheter aux États-Unis encore, parce qu'il n'y a plus de fabricants québécois ni canadiens, de moteur qui est diesel. Mais notre moteur diesel, déjà, diminue la pollution par un facteur de 30 fois, et puis il coupe l'énergie de plus que de moitié. Fait que je pense qu'au point de vue énergétique, de nos ressources naturelles, c'est important qu'on puisse utiliser nos ressources naturelles de façon efficace, judicieuse, parce que j'ai déjà été conseiller, moi, pour le Bureau d'économie d'énergie, en 1987, j'étais conseiller en transport, et puis à ce moment-là, on avait même fait un démonstrateur en 1992 qui a été 50 ans dans les rues à Montréal, à Dolbeau. On était allé faire des démonstrations à Dolbeau à 40 degrés en bas de zéro l'hiver. C'était le seul autobus qui est parti ce matin-là. Puis là, on est en 2005, mais on a besoin de support pour continuer ce projet-là, actuellement. Merci, M. Desraies. Nous avons déjà largement dépassé notre temps. De toute façon, vous pourrez revenir à partir des questions que les parlementaires vont vous poser, puis élaborer un petit peu plus là, en ce qui a trait à la quasi-turbine. Voilà. Donc, Monsieur le ministre des Ressources naturelles et des Fonds et des Parcs, à vous la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. En termes technologiques, on est rendu où
en développement de produits? On est-tu rendu à la phase démonstration, à la phase mise en service? Actuellement, nous en sommes effectivement à la phase démonstration des quasi-turbines pneumatiques. J'ai apporté une quasi-turbine pneumatique. Ça, c'est un moteur qui peut, à 3000 tours minute et 500 livres de pression intérieure, développer 100 chevaux. 100 chevaux dans ce petit engin-là. En carburant, cependant, il faut calculer à peu près 8 fois moins pour différentes considérations techniques. C'est pour ça qu'actuellement, M. Saint-Hilaire essaie de fabriquer une quasi-turbine 600 cc, donc 8 fois plus grande. Plus grande, c'est pas compliqué. Au lieu d'être 2 pouces d'épais, c'est 4 pouces, puis ça fait 11 pouces. 4 pouces par 11 pouces, puis il y a 100 chevaux là-dedans aussi en carburant. Et tout ça, en fait, jusqu'à maintenant, ça a été fait aux frais des inventeurs. Où on est là actuellement? Est-ce qu'il y a eu des essais de procédés, des données, des suivis, des protocoles, des spécialistes extérieurs qui ont approuvé le procédé? Est-ce que, à quel niveau là, de quoi qu'on parle? Puis, actuellement, on parle de quasi-turbines fonctionnelles comme prototype et non pas comme fabrication de série, bien sûr, et qui se vendent encore cher. Mais j'en profite pour répondre à pas une question, mais c'est une relance qu'on nous faisait à chaque fois qu'on demandait des subventions ou quelque chose. On disait, écoutez, faites la preuve que ça marche, puis ensuite on vous aidera. C'est pas comme ça que ça marche, la recherche scientifique. Si les Américains avaient fonctionné comme ça, ils n'auraient jamais fait sauter une bombe atomique de leur vie. Parce que jamais le concept de bombe atomique a été expliqué par le réel. On fait des calculs, on fait des démonstrations, on voit qu'effectivement le milieu scientifique est d'accord, et après ça, on passe au développement technologique qui finalement coûte souvent beaucoup plus cher. Et c'est là que le gouvernement du Québec, l'État du Québec, devrait nous ouvrir des portes. Peut-être pas des portes toujours subventionnées à coups de millions, mais d'une part, il faudrait qu'il y ait une politique de développement de l'innovation, qui tienne compte du fait qu'il y a des individus qui pensent dans notre société, qui inventent des choses, mais qui ne peuvent pas avoir d'aide de l'État parce qu'ils ne sont pas de grosses entreprises, ils ne sont pas des institutions qui ont des systèmes de lobby, etc. Il faudrait que l'État se dote d'un système de repérage de l'innovation. Et c'est notre problème, parce que notre innovation, nous la payons seuls.